Oui, bonjour, voilà Thierry Vautier, formateur pour la HEP, et je vous présente ici donc le concret de la mise en place d'une maîtrise inversée. J'ai choisi de mettre dans cette vidéo les reprises des différents slides présentés précédemment sur l'introduction de la maîtrise inversée, de manière à ce que vous puissiez les bloquer, stopper la vidéo et vous pouvez vous les revoir à tout moment. Donc ici, un petit rappel de la notion de temps et de moyens. Il faut mettre absolument en place une stratégie dans la classe qui permette de donner du temps et tout le temps qu'il faut et également les moyens nécessaires à la réussite. En parlant de pédagogie de maîtrise, l'essentiel c'est de pouvoir donc aider l'élève lorsqu'il rencontre des difficultés, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine disponibilité. On va voir comment on la construit après. Et puis la nécessité de mettre en place une évaluation formative. L'importance également de différencier les contenus. Ensuite, vous avez les notions de classe inversée. Ici, je vous laisse simplement le slide et puis vous l'aurez à disposition. Je vous rappelle les 4 piliers et notamment celui-là, fournir des feedbacks. Donc, il faut absolument qu'on crée des outils pour fournir des feedbacks. Vous rappelez cette posture ici, celle du coach, afin de répondre à cette problématique d'hétérogénéité et surtout de pouvoir être le coach de tous. Et puis, bien évidemment, en termes de motivation, ne pas oublier les domaines du target et les différentes stratégies en fonction des items. Voilà. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on utilise beaucoup le numérique et puis on a dans le canton de Neuchâtel une plateforme qui s'intitule eClass. eClass, vous le trouvez sur, donc, si vous allez sur rpn.ch, Réseau pédagogique neuchâtelois, toute élève ou enseignant a accès à cette plateforme. Bien évidemment, vous allez me dire, ben, vous n'êtes pas dans le canton de Neuchâtel tous, donc évidemment, c'est pas la même chose, mais sachez qu'il existe plein de plateformes et puis qu'on peut bien évidemment avoir des plateformes même individuelles. Ça peut être un site internet qu'on se crée soi-même. Enfin, en termes de numérique, aujourd'hui, à mon avis, il n'y a plus beaucoup d'excuses. Il s'agit simplement de vouloir le faire. Alors ici, la plateforme est mise à disposition, je l'utilise, mais évidemment qu'il y a toute forme de plateforme est efficace. Voilà, donc l'élève se rend sur eClass, il se connecte avec avec un mot de passe. Ce mot de passe lui donne accès à certains parcours. Alors ici, moi, j'ai tous mes parcours, et puis j'ai par exemple un parcours pour une classe de 11e. Et dans cette classe de 11e, on va y trouver en fait plein d'activités qui vont permettre à l'élève finalement de travailler. Ici, vous avez une séquence de 3 semaines, ça veut dire que j'ai planifié un chapitre, et puis l'élève, en fait, il a accès à tout et il le fait quand il veut, comme il veut, y compris en leçon. Première chose, et le premier élément très important, tout est centré sur des objectifs. Donc, ces objectifs, ils doivent être fixés, ils doivent être clairs, et puis l'élève y a accès en tout temps. C'est vraiment très important. Ici, je les ai numérotés. Vous verrez l'importance de les numéroter parce que les élèves ne doivent pas faire un exercice, ils doivent apprendre, ils doivent venir acquérir un objectif. Donc, on se met en classe, on commence, et aujourd'hui, je travaille l'objectif 4, par exemple. Voilà, ça c'est le premier importance. Ensuite, il faut que l'élève puisse avoir une vision claire de son chapitre. Alors, ici, plusieurs outils. Première chose, des informations générales, pas besoin de tout lire, mais simplement je vous montre rapidement dans le tuto et ensuite vous aurez accès avec des liens à ces différentes séquences. Donc, les différents principes, quelques éléments d'évaluation, j'y reviendrai plus tard, et surtout, chaque activité, chaque atelier, si vous voulez, de travail est plus ou moins décrit, défini en termes d'objectifs. Donc si j'ai envie de travailler l'objectif 4 par exemple, eh ben, je vais à l'atelier 6, mais je peux aussi utiliser d'autres ateliers à disposition. Mais clairement, je vais d'abord aller à l'atelier 6.
Voilà, ça donc c'est une manière d'entrer. Une suggestion en fonction des niveaux des élèves. Dans le canton de Neuchâtel, on a des branches à niveau. Les mathématiques sont une branche à niveau. Il y a niveau 1 et niveau 2. Et en fonction des élèves et puis des attentes, des différents objectifs, eh ben, on a peut-être du temps différent à consacrer aux éléments, donc une importance différente. Et puis ici, ben, j'y mets tous les tutoriels, tous les vidéos qui ont trait à ce chapitre. En l'occurrence, dans ce chapitre-là, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Ça, c'est donc un élément. C'est une manière d'entrer dans le thème. Et puis, une autre manière d'entrer dans le thème, bien évidemment, c'est les objectifs. Mais une autre manière d'entrer dans le thème, c'est le mind map. Qu'est-ce que c'est ce mind map? Ça décrit en fait aux élèves un petit peu les enjeux du chapitre. Ici, vous avez l'enjeu. Et puis là, on a clairement les 4 gros éléments de ce chapitre, et ces 4 gros éléments vont se décliner en objectifs élèves, et il y a des objectifs 2 et 5 qui se rapportent au triangle et au quadrilatère, et les objectifs 4 et 6 qui sont plutôt liés au cercle et secteur. On comprend bien la construction de ce mind mapping, et ensuite il y a les propriétés des figures, et derrière ce qui se cache gérer les propriétés des figures, c'est la déduction d'angle, l'objectif numéro 7. Par rapport à ce chapitre, il y a une révision sur Pythagore, on a les objectifs 3 et 8, et le gros morceau de ce chapitre, c'est la résolution de problèmes, c'est-à-dire pouvoir mobiliser ceci, cela et là dans des résolutions de problèmes, et vous avez les objectifs 11, 12 et 9. L'élève y voit les différents ateliers, il y voit également les différents thèmes formatifs, j'y reviendrai, qui sont en lien avec les objectifs. Voilà une autre manière d'entrer. Donc on a ici une vision du chapitre qui a plusieurs entrées, et c'est très très important d'avoir cette entrée parce que vous devez avoir une transparence vis-à-vis de vos élèves. Ils doivent vraiment savoir à quoi ils vont être mangés, et chacun doit pouvoir s'approprier le thème le mieux possible. Ils doivent avoir, si vous voulez, la même vision que ce qu'un enseignant aurait quand il va préparer sa séquence à quelque part. Voilà, ensuite on a un outil de suivi de l'élève. Je vous rappelle ici qu'on avait fixé en termes l'importance de fournir des feedbacks et l'importance de pouvoir observer les élèves. Alors ici, pardon, je vais revenir là, je leur offre un outil, plus ils sont jeunes, plus je les oblige à l'utiliser, et en fonction de leur niveau et de leur manière de maîtriser, ils ne sont pas plus obligés d'utiliser. Le tableau de bord, c'est quoi? C'est on y met la date et le jour, on y met ce qu'on a travaillé, on y met quel atelier on a effectué, jusque-là c'est pas trop compliqué, et là on met dans le détail ce qu'on a fait. Là où ça devient intéressant, c'est ceci, c'est l'élève va mettre ce qu'il a compris, concrètement qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il sait faire, et éventuellement les problèmes qu'il rencontre, ce qui veut dire que lorsqu'on va vers l'élève, on peut lui demander directement son tableau de bord, et en fait, par la lecture de ce tableau de bord, on a une entrée très rapide de ce qu'a fait l'élève et de comment ce qu'il s'y prend pour travailler. On peut aller vérifier ce qu'il a compris, on peut lui répondre aux problèmes rencontrés, on peut aussi voir si c'est pertinent les choix qu'il a effectués en fonction de son niveau et de ce qu'il a compris. Donc on a vraiment une vision très rapide du travail de l'élève pour l'aider à 2 niveaux, l'aider premièrement dans ses problèmes, l'aider dans ce qu'il comprend, vérifier ce qu'il comprend, mais surtout dans les choix qu'il fait pour pouvoir apprendre, donc dans la stratégie des choix. Voilà, donc ça c'est le tableau de bord. Puis ensuite, bien évidemment, dans une optique d'autonomie, vous êtes bien obligé de fournir les corrigés. Et puis, donc, les élèves, ils ont des corrigés. Ici, j'insiste sur, moi, l'importance de ne pas donner de détails dans les corrections. Parce que si vous notez des détails dans les corrections, vous évitez, si vous voulez, la gestion du statut de l'erreur. Pour moi, ce qui est très important, c'est que l'élève se rende compte qu'il n'est pas la solution. Et une fois qu'il n'est pas la solution, il doit lui-même avoir cette démarche d'aller chercher quelle erreur il a fait, pourquoi il l'a faite. Ce statut de l'erreur, c'est travailler en avance. On pourrait faire une formation sur statut de l'erreur, mais sachez qu'un élève en maîtrise inversée, il a déjà appris avec moi à gérer les erreurs, à comment est-ce qu'on les traite, et puis comment écrire dans son cahier les différentes manières de faire pour pouvoir optimiser son travail. Donc bien évidemment qu'on ne peut pas juste
faire croire, enfin juste penser que l'élève va super bien détailler et trouver rapidement les erreurs. Mais le corriger ici, il est vraiment en conséquence. On n'y donne que la solution de manière à ce que l'élève n'ait pas une autre possibilité que d'aller chercher vraiment les erreurs par lui-même ou avec l'aide du prof. Voilà, ça c'est l'aspect des corrigés. Et puis l'idée maintenant, c'est qu'on parcourt un atelier ensemble. Après, je vous laisserai visiter 2 séquences de manière autonome. Donc ici, vous avez donc une entrée possible. On va aller visiter un atelier où il y a de la vidéo. Et je vous propose qu'on prenne par exemple l'atelier qui va traiter de l'objectif 9. Le voilà. Cet atelier il permet d'aborder la résolution de problèmes de mesure à l'aide d'un chapitre précédent, donc la résolution d'équations. Il aborde la résolution de quelques exercices et il y a donc une vidéo. Donc je vais aller faire cet atelier 4. Donc je vais prendre l'objectif 9 et puis je vais aller travailler donc dans cet atelier. Je vais quand même me rappeler ce que c'est que l'objectif 9 pour être au clair. Donc mon objectif 9, si je travaille, c'est je suis capable à partir d'une formule de calculer la grandeur manquante à partir de celles qui sont connues. Ça c'est l'objectif 9. Voilà, donc maintenant je peux aller dans mon atelier numéro 4. L'atelier numéro 4, alors maintenant il y a des cycles, je ne sais pas si vous voyez différents cycles. Tous ces éléments sont des documents consultatifs. Ça veut dire que ce sont des documents qui sont à consulter et qui ne sont pas de l'ordre de l'apprentissage. Ici vous avez des listes de consignes. Ici, vous avez des vidéos. Ça, ce sont des documents de théorie. Et puis, je crois qu'on ne rencontrera pas d'autres cycles. Voyez ici. Ici, là, vous avez des exercices supplémentaires. Donc, il y a différents codes qui sont donnés, évidemment, et que les élèves, auxquels les élèves sont habitués. Donc, maintenant, je vais aller chercher l'atelier 4. Et mon atelier 4, le voilà. Il y a ici les consignes et les directives. On voit que c'est les consignes. On voit qu'il y a une vidéo. Et puis, on voit qu'il y a ici un document de théorie. Donc, rapidement, la théorie, c'est un document PDF que l'élève peut imprimer ou pas ou consulter à tout moment sur smartphone ou pas smartphone. Ce document de théorie, dans la vidéo, il va le revoir. Je vous mets la vidéo, mais je ne vais pas faire très long. Salut, bienvenue donc sur ici, qui va traiter vous avez la vidéo qui va tourner. Cette vidéo, alors évidemment, on n'a pas le son, mais c'est assez judicieux pour pas que on ait les deux sons. Mais elle va discuter, si vous voulez, du document que vous avez vu, que vous avez vu juste avant. Là, c'est l'importance de du lien entre la vidéo et puis donc entre ce document de théorie et la vidéo. Elles sont toujours en lien, ces deux. Ça me semble très important. Puis maintenant, on va dans l'atelier 4. Et les ateliers sont toujours construits de cette manière-là. On y donne les objectifs. Il y a des consignes, comme si un prof donnait les consignes, comme si un prof mettait au tableau ce qu'il y avait à faire. Donc un atelier, c'est une tâche, si vous voulez, c'est une tâche mobilisatrice, quelle qu'elle soit, et puis en fait, ça peut être différentes consignes, ça peut être un débat entre camarades, ça peut être créer un programme informatique, ça peut être jouer, enfin bref, ici les consignes peuvent être très diverses. Dans ces consignes-là, on y invite l'élève à regarder une vidéo et de s'assurer qu'il a bien compris une vidéo initiale. Alors ici, on a une vidéo de l'atelier 3 qui est initiale. Je vous conseille vraiment d'aller la voir et puis de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et puis voilà, ensuite après il a des exercices à réaliser et puis ces exercices sont en lien avec ce qu'il fait. Et évidemment, il a les corrigés à disposition. L'élève a accès aux différents exercices. Vous, en l'occurrence, vous n'avez pas accès aux exercices. Évidemment que ça peut poser problème. Ici, on a une activité particulière. Cette activité particulière, elle est ici. Voilà. Résoudre l'exercice sur les tangrammes. Donc en fait, ce tangramme, on propose une entrée un petit peu plus ludique ou une sorte d'énigme. Et puis cette activité, on lui propose de le faire avec évidemment les corrigés de cette activité. Ça, c'est la première activité. Puis ensuite, les exercices, les élèves y ont accès par leur cours. Et là, évidemment, pour vous, c'est un petit peu plus difficile de suivre aujourd'hui. Mais je ne pense pas que vous aurez aujourd'hui le temps d'analyser un exercice et de le faire. Donc je vous propose de ne pas le faire. Voilà.
Voilà, je vais maintenant vous remettre les liens. Avant de vous remettre les liens, je vais encore discuter de l'évaluation formative et comment est-ce qu'elle est mise en place dans une séquence. Mais sachez que on a donc différentes séquences. Vous aurez la séquence de 11e pour grandeur mesure. Vous aurez aussi une autre séquence de 11e par rapport au calcul littéral. Et là, vous voyez, le nombre d'activités peut être très variable. Voilà. Donc, je reviens maintenant sur cette séquence et comment j'ai mis en place l'évaluation formative. Alors, premièrement, il y a toujours un atelier qui propose une évaluation formative. Ici, c'est l'atelier numéro 10. Cet atelier est une évaluation formative, tu reçois une note et tu as la possibilité de valider le résultat. Donc concrètement, l'élève, il va avoir un TE des années précédentes ou un TE qui se rapporte à ça ou simplement un travail que moi j'ai créé sur 45 minutes. Là, ici, la limite de temps est importante, il n'a pas plus que 45 minutes, donc s'il n'est pas prêt, s'il manque d'automatisme, ben, il va le payer par sa note, et puis je vais y mettre une note. Donc cette note, c'est sur un barème, et puis cette note, ben, si par exemple l'élève est suffisant, il peut choisir de prendre la note ou pas. C'est une note supplémentaire qu'il a le droit à avoir. Mais s'il est insuffisant, c'est un atelier, c'est un exercice, et il se rend compte qu'il est insuffisant. Ça, c'est la première démarche. Ici, à noter qu'il est disponible uniquement la dernière semaine. Là, je leur interdis d'entrer tout de suite avec une formative. Mais on pourrait imaginer qu'on puisse le faire. C'est pas du tout, ça c'est un choix de ma part. Et puis, l'autre élément et l'événement traditionnel et qui est vraiment ancré, c'est l'avant-dernier point ici. Donc voilà, l'évaluation elle est traitée en 2 points. L'élève sait très très bien qu'il a une évaluation finale le 30 novembre. À noter que toutes ces notes, elles ne sont pas obligatoires, on le reverra en fin de formation aujourd'hui. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ceci. En fait, l'élève, il est évalué chaque semaine. Et là, en l'occurrence, sur ce chapitre, c'est sur 3 semaines, il est évalué 2 fois. Il va pouvoir choisir deux en fait, des 3 évaluations. Le premier lundi, par exemple, il aura le choix entre celle-là et celle-là, en fonction de ce qu'il a fait. Ça veut dire que j'arrive en leçon, puis les élèves savent qu'il y a l'évaluation formative, et en fait, ils me demandent ce qu'ils ont travaillé. Est-ce que tu veux être évalué là-dessus? Est-ce que tu veux être évalué là-dessus? Est-ce que tu veux être évalué là-dessus? Je vais les corriger, et puis ces évaluations formatives, je leur mets des notes avec le même titre, simplement, elles ont à faire, c'est des notes partielles, donc ça peut être des 8e, des 10e de notes, ça dépend comment on en fait, et c'est une note par semestre. Chaque fois que l'élève fait un bon résultat, il peut le prendre ou pas, c'est lui qui choisit de prendre le résultat. À quoi ça me sert? Eh ben, ça me sert à donner des feedbacks, parce que je sais s'ils ont vraiment maîtrisé les objectifs, et après, durant les leçons, je peux m'approcher d'eux, et en fonction de ce qu'ils ont fait, je peux travailler avec eux et leur dire, mais tu vois, ça c'est pas acquis, tu aurais pu faire comme ça, tu aurais pu aller tel objectif, t'as pas compris que cet objectif, ça traitait ça, enfin, etc. Donc, ce dispositif d'évaluation formative est fondamental. Voilà, maintenant, à partir de ce moment-là, je vais vous proposer les liens. Pour ça, je vous montre comment ce qu'on peut faire, c'est vraiment très facile. Ici, la plateforme, elle permet de copier un lien ou d'envoyer le lien par courrier. Alors ici, je peux copier le lien. Ce lien, il est copié. Je vais le mettre ici dans n'importe quel document. En l'occurrence, ce sera un Word. Et ici, vous avez, le lien. Vous le voyez. Et puis, je vais vous mettre un autre lien. Celui de l'autre séquence. Je copie le lien. Oui, c'est vraiment très facile. Hein. Je viens ici. Je vais copier le 2e lien. Voilà. Et évidemment, vous maintenant, normalement, vous devez, en tapant ces liens, vous devriez pouvoir arriver à atteindre ces différentes séquences et pouvoir travailler là-dessus. C'est un petit peu ce qu'on vous demande. Et puis ensuite, on se retrouve, je crois, à 16h pour discuter de ces séquences. Et si vous avez des questions ou comment vous voulez travailler là-dessus. J'espère que le lien marche. Si le lien ne marche pas, eh ben, bien évidemment qu'on verra en conférence comment est-ce qu'on peut vous faire parvenir et vous donner accès à ces différentes séquences. Voilà, je vous souhaite un bon travail et me réjouis de vous retrouver à 16h.